L'arrivée des minières, on les connaît, hein, ça se passe dans les années 50. Les îlots sont déjà installés ici comme ils le faisaient toutes ces années-là. Et puis il y a un missionnaire qui était le géologue de formation en même temps. Qui a eu un guide qu'on connaît très bien, un grand homme qu'on l'appelait dans son nom Inou, Mathieu André, qui a guidé ce missionnaire-là, qui a découvert la roche, puis qui disait c'est pas n'importe quelle roche, ça. Donc il faut faire de quoi ici, puis aller l'annoncer à Québec, voir s'il pouvait avoir un développement minier futur. Qu'on connaîtra en 1954, la naissance de la ville de Schwarzville, la compagnie UC de l'époque, la Renoir. Et là, la ville va naître en 1954 pour fermer dans les années 82. 28 années d'exploitation sur quand même territoire qui était Innu tout d'abord. Dans ces années-là, moi, j'ai grandi. J'ai vu la ville de Schwarzville dans ma jeunesse où un jeune comme moi pouvait s'épanouir. Surtout dans les loisirs d'un jeune. Aller jouer au hockey, à la piscine, curling, bowling. Quand je recule dans mon enfance, je suis pas dans les années 70 où j'avais 11, 12, 13 ans, puis je voyais cette ville-là qui était maintenue par la minière, parce que c'était vraiment une ville minière. C'est pas le gouvernement du Québec, mais c'est une ville minière. Tout appartenait à l'IUC, la centrale hydroélectrique, le chemin de fer, les maisons. Le reste, c'était le gouvernement du Québec, qu'on appelle l'hôpital, tout ça, l'école. La relation à l'époque était difficile. Dans quel sens? Il y avait beaucoup de discrimination. L'arrivée des Blancs, pour des emplois. Après ça, quand la ville s'est construite, moi, j'ai connu ça un peu dans les bars. On va vous en témoigner, là. Il y avait 2 bars à Schwarzville. Puis, peu importe les 2 bars où tu allais prendre ta bière avec tes chums. Mais à chaque fois que tu rentrais dans ce bar-là, tout de suite, c'était flagrant de voir comment les gens étaient assis dans le bar. Parce qu'il y avait toutes sortes de monde à Schwarzville. Il y avait des Québécois, des Acadiens, des anglophones. Il y avait beaucoup de monde qui était d'autres cultures, d'autres langues. Mais quand tu rentrais dans le bar, tu avais les Inuits ensemble, tu avais les Anglais dans le coin, tu avais les Québécois, tu avais les Acadiens, parce qu'on les a connus beaucoup d'Acadiens. Et ça buvait tranquillement, mais aux petites heures, là, les points sortaient. Inuits québécois, Inuits anglais, ou anglais québécois aussi. Ça, j'ai trouvé ça dur, ce moment-là. Dans la compagnie aussi, mon père qui était au-dessus de 23, 24 ans, qui travaillait pour IUC, de sa génération à lui, il y avait beaucoup aussi de discrimination à leur travail. C'est de valeur de dire ça, mais c'était une réalité négative d'avoir autant de discrimination dans une ville où les gens se sont enrichis au détriment du territoire inuit, ancestralement occupé par ma communauté. Et la tragédie de toute cette histoire-là, c'est quand tu as annoncé la fermeture des mines de Schwarzville en 82, que ça a pris 7 ans pour décider de ce qu'on ferait la ville, parce que tout le monde était parti, les travailleurs. Puis que ça a pris 7 ans. Puis, quand M. Mulroney était le dernier président à venir annoncer la fermeture de Schwarzville en 82, M. Mulroney, c'est quand même pas n'importe qui aurait pensé 2 ans plus tard aller devenir le premier ministre du Canada en 84. Le chef, ça a tombé sur moi, qui était déjà chef. La démolition, c'était sous mon autorité de ma communauté, qu'on avait écrit des lettres au Québec, parce que le territoire était juridiction provinciale et non pas les compétences fédérales. Donc, c'était à eux de transférer des territoires et les maisons, parce qu'on était déjà en pénurie de logement. 300 maisons qui ont tombé. 300 sous nos yeux. Elles ont été détruites, hein? Détruites, démolies, le centre récréatif, la piscine, tout y a passé. L'hôpital. Ils n'ont rien laissé, à part l'aréna. Pourquoi l'aréna? Parce que les mères et les enfants avaient fait une chaîne humaine, encercler la bâtisse, puis empêcher que les tracteurs démolissent la bâtisse. C'est la seule chose qu'on a sauvée. Et j'aurais dû faire ce mouvement-là, empêcher que les bulldozers démolissent l'action politique, empêcher tout ça que ça tombe. Parce que c'est une chose que la renard aurait pu nous reconnaître en remerciement, et les gouvernements.
transférer tout ce qu'il y avait là et nous donner ça. Parce que tout était potable à l'époque. Tout était. Les gens venaient de sortir de ces maisons-là. Et ça aurait été très habitable pour enlever le problème de logement que j'avais à l'époque. Donc, et je me souviens toujours des aînés que quand ils ont vu les tracteurs débarquer, ils sont venus à mon bureau. Les aînés d'âge de ma grand-mère. Et je me posais la question, je les voyais de mon bureau à travers la fenêtre. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Un groupe d'amis qui s'en vient. Je voyais ma grand-mère au travers du groupe. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient de dire au chef? Au jeune chef. Alors, ils sont rentrés dans mon bureau. Je vois ma grand-mère comme si c'était hier. Et un des aînés prend la parole. Et il me dit, d'abord deux choses, chef. La définition d'un chef dans une communauté. C'est vraiment touchant ce qu'il m'a dit. Hein. Tu es le père de la famille. C'est toi le père aujourd'hui. Un aîné qui dit ça. Je tremblais. Je ne savais pas. Il était là, t'es notre père ici. C'est toi le père de la famille. Ta femme, c'est la mère. Les aînés, ils ont vécu dans le beau, puis qui étaient mes grands-parents. Mais quel geste incroyable de ce qu'ils m'ont dit. La deuxième chose qu'on te demande, chef, tu dois nous protéger, ça c'est un fait, nous défendre. La ville est en train de tomber. Il va tomber. Oublie pas une chose. C'est le fédéral, le gouvernement fédéral qui est responsable de nous protéger, de nous défendre aussi. Oublions pas M. Mulroney qui est devenu le premier ministre, qui a été notre employeur quand on travaillait là. Tu vois le lien? Il dit, fais une lettre. Ça presse pour éviter la démolition. Fais une lettre au premier ministre. Il nous connaît. On a travaillé pour lui des années de temps. Des plus durs jobs d'une compagnie minière, dans les trous de mine, à changer les tuyaux, un pic et un pelle, hiver comme été. Il reconnaît ça quand même. Dis une chose en ta lettre, chef, pour le ramener à sa mémoire, à ses souvenirs. À chaque fois qu'il venait à Chefarville, il venait dire à les employés, cette année, on a sorti 15 millions de tonnes. Voici le profit net qu'Ayoussi a fait. Dis ça dans ta lettre. Dis qu'il a partagé notre table avec notre chef à l'époque. Qu'il a mangé l'auteur de caribou ensemble. Au nom de son président de l'Ayoussi. Dis ça dans ta lettre. Fais-le rappeler son souvenir. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'arrêter tout ça. Je n'ai jamais accusé de réception de la lettre. C'est ça que j'ai dit que c'est une tragédie. Moi, je n'ai jamais répondu. Un ancien de la Nord, un président, irresponsable de nos lois, qui est premier ministre, il n'a jamais levé le petit doigt. On trouve ça très valable, puis il y avait quand même un certain pouvoir de les dire au Québec, de les dire à l'Ayoussi, qui était l'ancien président. On donne ça tout aussi. S'il y a une chose qu'on leur doit, là, c'est bien toujours leur donner tout ce qu'il y a. Partir comme, pas comme des voleurs, comme sous le respect d'eux qui étaient déjà ici. Quand les minières sont arrivés, Tata Steel puis Labrador Mine, penses-tu qu'on croit ces gens-là? C'est la crainte. Les gens disent, ils vont faire encore la même chose, ces gens-là. Ils vont foutre leur camp puis rien laisser à nous autres. C'est ça qu'il faut comprendre sur l'aspect humain. C'est que tu as touché l'aspect humain plus profond de sa blessure. Et par la suite, il n'y aura pas trop confiance. Au contraire, il va être extrêmement méfiant, y compris le chef qui vous parle.